Salut à tous, c'est Stéphane Blais d'Istanbul pour vous souhaiter une magnifique année 2022. Alors je sais, vous allez me dire, oui, ça s'engage mal, mais restons positifs. Je vous souhaite une magnifique année 2022, que cette année soit celle de la défaite de nos ennemis, que cette année soit la défaite des véritables fascistes, des gens qui sont prêts à venir chercher vos enfants ou votre femme, si vos enfants ou votre femme sont pas vaccinés, de ces gens qui laissent ouverts les clubs échangistes et qui en même temps interdisent de danser, qui vous confinent chez vous en vous interdisant d'être réunis à plus de 6 et qui en même temps laissent faire absolument n'importe quoi. Enfin, que 2022 soit l'année de leur défaite la plus cuisante et de leur condamnation pour crimes contre l'humanité, que les personnes qui veulent rester libres s'unissent et s'unissent très vite, parce que ce qui est en train de se passer, je pense que vous l'avez compris, que vous avez compris qu'on n'exagérait pas, est absolument épouvantable. Voilà, ne vous laissez pas manipuler par les événements qui pourraient arriver dans les jours ou les semaines à venir pour imposer éventuellement les forces armées, voire l'armée elle-même dans les rues. Tout ça n'est fait que pour vous obliger à la vaccination et, le cas échéant, venir vous rafler. Nous sommes dans les heures les plus sombres et pour que ces heures les plus sombres cessent le plus vite possible, il faut que nous soyons tous solidaires. Et là, c'est un message vraiment à la fois à la gauche de la gauche, c'est-à-dire la France insoumise, et à ce qu'on appelle la droite de la droite, le RN, et même aux gens qui votent pour Macron ou pour le Parti républicain. Essayez de sortir de cette illusion qui ne veut plus rien dire et tentez d'être avec nous pour nous sauver de cet esclavage mondial qui nous attend. Refusez, battez-vous et ensemble, on gagnera. Voilà, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2022. Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition spéciale, émission hommage à Stéphane Blais qui vient de nous quitter. Dieu et son âme. On va se retrouver aujourd'hui autour du directeur de l'antenne pour cette édition tout à fait spéciale, Yann Purdom, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Monsieur K. Oui, étant donné les circonstances, tout d'abord Yann, je vous présente toutes mes condoléances, parce que je sais que vous aviez une relation un peu privilégiée avec Stéphane et c'est la raison aussi pour laquelle vous avez choisi de mener les entretiens d'hommage qui seront égrenés tout au long de cette belle émission. Et puis, on fera des interludes musicaux aussi, des intermèdes musicaux où on écoutera l'art, la musicalité tout à fait exceptionnelle de Stéphane Blais, en souvenir d'abord de l'artiste qu'il était et aussi du militant, de l'éclaireur, du lanceur d'alerte, du débroussailleur, parce que en pensant à lui, je me disais, il aurait pu faire une carrière internationale bien au chaud, bien à l'abri. Or, on le sait, ça explique peut-être d'ailleurs en partie son départ. Il avait les plus grandes difficultés pour se produire à l'international, alors qu'il était reconnu par tous, y compris par ceux qui le jalousaient, comme un artiste d'exception. Donc, je vous propose, si vous le voulez bien, Yann, de commencer à nous retrouver autour de ces entretiens que vous avez bien voulu mener, mais peut-être un mot de vous tout d'abord. Oui, merci Monsieur K. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions pour cette émission. Je crois qu'on a perdu vraiment... J'ai perdu un être cher et nous avons tous perdu un militant courageux qui n'avait vraiment pas peur de dire ce qu'il pensait haut et fort. Moi, Stéphane, je l'ai connu très honnêtement, il n'y a pas très très longtemps, ça fait 4 ans que je le connais. Quand il s'est commencé à se rapprocher de R, enfin, il était déjà proche de R, mais je veux dire, quand il avait sorti son bouquin sur la franc-maçonnerie, la première fois que je l'ai vu, je me rappelle, c'était au Théâtre de la Main d'Or. Il donnait une conférence, justement, pour la sortie de ce livre. Et j'avais été frappé par la gentillesse du personnage et je me rappelle de ses yeux brillants qui vous regardaient comme ça et qui sondaient votre âme. Ça m'avait beaucoup marqué. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de me rendre en Turquie plusieurs fois
pour les vacances et pour des déplacements professionnels. Et du coup, à chaque fois, je m'arrêtais à Istanbul. Et Stéphane était vraiment le meilleur hôte qui soit, le meilleur guide qui soit pour découvrir cette ville qu'il adorait vraiment, hein, qu'il avait dans les tripes, qu'il connaissait par cœur. Je tiens à signaler que Stéphane parlait le turc de manière... on aurait vraiment pu penser à quelqu'un qui avait toujours habité dans ce pays. Vraiment, il était vraiment imprégné de la culture turque. C'était vraiment frappant. Il y avait vraiment une belle histoire d'amour entre lui et ce pays. Et il nous faisait découvrir la ville, mais pas la ville touristique, hein, vraiment le vrai Istanbul, le quartier, c'est-à-dire la partie asiatique, le quartier, notamment le quartier de Kadıköy, hein, qu'il adorait, hein, et qui connaissait vraiment toutes les meilleures adresses. Et donc j'ai eu la chance de parcourir justement avec lui Istanbul. Et vraiment, je peux dire qu'il m'a vraiment fait aimer cette ville. Voilà. Je voulais également souligner le travail que nous avons eu ensemble, puisque Stéphane Blais animait une émission sur ERFM. Je pense que les auditeurs la connaissent tous, qui s'appelait Musique en liberté. On a eu la chance d'avoir 8 numéros avec lui et je tiens à souligner le professionnalisme de Stéphane, qui vraiment dans la conception des émissions vraiment était d'une rigueur sans pareille. Il nous envoyait vraiment les musiques qu'il avait choisies vraiment avec le time code à la seconde près. Il nous enregistrait tous ces passages, je veux dire, de manière extrêmement professionnelle. Après, nous, c'était très simple, c'était du Lego. On avait juste à assembler, si vous voulez, les éléments qu'il nous envoyait. Et j'invite vraiment les auditeurs à réécouter ces émissions, parce que vraiment, on apprend énormément de choses et on voit à quel point Stéphane était vraiment une personne généreuse qui ne demandait qu'une chose, c'était vraiment de partager cette passion folle qu'il avait pour la musique. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de peine. Je pense qu'avec le temps, on remarquera à quel point Stéphane va nous manquer. Et notamment nous, ERFM, je pense qu'il va laisser un très très grand vide sur la grille musicale programmative de RFM. Et aujourd'hui, je suis très triste. Vraiment, je suis très triste. On perd vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et voilà. Et Stéphane, si tu m'entends là-haut, bah écoute, je t'espère que tu te reposes, que tout va bien. Et repose en paix, l'ami, parce que vraiment, tu le mérites. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Merci Yann. On va se retrouver pour un premier entretien avec le président d'Égalité et Conciliation, également éditeur, Alain Soral. Alain Soral, merci beaucoup pour votre participation. Tout d'abord, nous voulions avoir votre réaction suite à cette tragédie arrivée le week-end dernier. Oui, je ne vous cache pas que ça m'a choqué comme tout le monde, mais que c'est toujours avec le recul, avec le temps qu'on prend la mesure de la perte. Donc je veux pas faire de cirque. Pour l'instant, c'était plutôt la stupéfaction, ce qui en fait annule un peu l'émotion. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est me souvenir en fait de mon parcours avec Stéphane et comment je l'ai connu, parce que c'est à ça que je pense là. J'essaie de me rappeler de tout ça. Et je me souviens que je l'ai rencontré étrangement à l'enterrement de Ratier, qui était un enterrement païen, mais dans ce grand cimetière parisien, le Père Lachaise. Hein. Et il est venu vers moi très gentiment. Moi, je ne le connaissais pas. Lui savait qui j'étais. Et c'était assez étrange parce que j'étais en train de m'embrouiller avec Émeric Choprade, qui nous avait tous trahis il y avait très peu de temps avant. Donc, il y avait une grosse tension. Et puis, du coup, Blais est venu avec sa gentillesse, ses yeux là, verts, très, très charmants. Et ça, du coup, ça a remis un peu de gaieté, si je peux dire, à cet épisode où c'était l'enterrement de Ratier avec Choprade. C'était hyper malsain, où en fait, les gens m'empêchaient d'aller casser la gueule à Choprade en disant que c'était pas le lieu. Et Choprade se cachait derrière Le Pen parce qu'il avait peur d'en prendre une. C'était assez sordide. Voilà. Et donc, on est tout de suite devenus très copains avec Blais parce qu'il était très direct, je dirais très juvénile. Hein. Il n'était pas du tout protocolaire. Et puis, en discutant, j'ai compris en fait qu'il était pote avec Blanc-Rue. Et c'est l'époque d'ailleurs où je me suis fâché avec Blanc-Rue et où Blais s'est fâché avec Blanc-Rue parce que Blanc-Rue avait accepté de préfacer
le livre de Salim Laibi, là, qui est le mythomane. Voilà. Et ce qui est triste, je tiens d'ailleurs à le souligner, c'est que Salim Laibi, qui draguait Stéphane Blais, s'est retourné contre lui parce que Stéphane Blais, qui avait vraiment l'élégance en lui, sans même besoin d'y penser, avait refusé de s'associer à la campagne de diffamation qu'organisait à l'époque Salim Laibi, d'ailleurs manipulé, on le sait aujourd'hui, par Mathias Cardet. Et ce qui est dégueulasse, et là je tiens à le rappeler, c'est que pour se venger, Salim Laibi a passé un certain temps à envoyer lettres de dénonciation et lettres de dénonciation à la fois à la Fondation Pierre Berger et au ministère de la Culture pour que Stéphane Blais soit chassé de la Fondation Pierre Berger et qu'on lui retire sa décoration de chevalier des arts et lettres. Donc je tiens à rappeler effectivement le rôle que joue systématiquement Salim Laibi dans ce qu'on appelle aujourd'hui la dissidence, même si je ne veux plus entendre parler de ce nom-là. Et ça a renforcé notre amitié, qu'il ait refusé de participer à ça. Et ce qui fait qu'on échangeait régulièrement, on se voyait. Et malheureusement, c'est l'époque où il s'est un peu radicalisé. Enfin, je le dis malheureusement pour lui, parce qu'il était très instinctif et il n'était vraiment pas dans le calcul. C'était assez incroyable. Et sa radicalisation lui a valu des persécutions de la communauté organisée que vous connaissez bien, n'est-ce pas ? Et ça l'a poussé à l'exil en Turquie parce qu'il a rencontré beaucoup d'ennuis. Et ce qui est triste, c'est que c'était un garçon sensible et fragile. C'était un grand pianiste virtuose du plus haut niveau mondial. C'est un type, il faut l'écouter jouer Rachmaninoff et Liszt pour voir qu'il était vraiment au sommet, ce qui est quand même très admirable. C'était un très grand pianiste et il s'est exilé en Turquie pays avec lequel il avait des liens. Et là, il était un peu fan d'Erdogan de manière un peu justement non politique. Des fois, j'essayais de le recadrer un peu. Et je suis allé lui rendre visite à Istanbul, puisqu'il avait besoin que des amis viennent le voir, peut-être se sentir un petit peu isolé, mais pas tant que ça. Il avait beaucoup de sympathie en Turquie et aussi beaucoup d'ennemis sur la fracture laïque religieuse, Erdogan et puis les kémalistes. Il faut comprendre qu'il était, comme s'exprimait très violemment sur le sionisme. Il avait de gros ennemis aussi en Turquie, ce qui fait qu'il vivait une vie de pression qui n'était pas faite pour lui. C'était quand même un pianiste, un musicien, et il s'est retrouvé un peu malgré lui, sans trop y réfléchir, je dirais, dans la politique dure. Et donc je pense qu'il était fragilisé. Je sais qu'il avait été malade, il était assez pudique, donc il n'en parlait pas, mais je sais qu'il avait été très malade, donc il avait une santé fragile. Il avait une compagne aussi un peu, je ne veux pas dénigrer, mais qui était une jeune, un peu écervelée, avec qui il se fâchait, il se réconciliait tous les 15 jours, ce qui devait beaucoup le fatiguer nerveusement. D'ailleurs, à tel point que moi, quand je suis allé lui rendre visite, il avait une chambre d'amis, je suis allé chez lui, et quand je suis arrivé, sa jeune compagne m'attendait devant la porte avec les patins pour que j'enlève mes chaussures, avec un regard noir, et dès le lendemain, je suis allé m'installer à l'hôtel. Voilà, donc je pense qu'il était fragilisé, un peu fatigué, et sans doute que peut-être un peu malade, et sans doute que tout ça additionné avec une rupture a fait qu'à un moment donné, il a basculé. Alors je ne sais pas s'il a basculé volontairement ou si c'est un concours de circonstances qui le dépasse un peu. Mais ce que je peux dire, en conclusion, c'est que c'était un type sensible, profondément élégant, et c'est typiquement le genre de type que l'époque actuelle tue, que l'époque actuelle détruit, et qu'il a été détruit par cette époque actuelle, cette domination actuelle qu'on dénonce d'ailleurs comme on peut sur le site. Et je dirais que c'est un combattant qui est tombé au champ d'honneur, et ça, c'est une victime de plus de la méchanceté organisée, du mensonge organisé, de la laideur organisée que nous subissons. Voilà. Et je pense que, comme d'autres, je pense que je vais mettre du temps à me rendre compte à quel point c'est une perte. Mais voilà, le deuil se fait petit à petit. Et là, rien qu'en y repensant, j'ai des moments qui me reviennent. Puisqu'il était venu me voir à Lausanne aussi, on avait fait des photos un peu ironiques dans mon quartier, pour ceux qui comprennent. Et oui, voilà, c'est un ami qui est parti. Et je dis bien, c'est l'époque et les salauds qui ont la haute main sur l'époque, ces maîtres du mensonge, qui l'ont peut-être indirectement, mais qui l'ont tué. Alain Soral, merci beaucoup. Mais écoutez, je vous propose de se retrouver autour d'un morceau de Rachmaninoff interprété par le grand Stéphane Blais.
Eh bien, Yann, je vous propose qu'on se retrouve autour du complice, du partenaire historique de Stéphane Blais, le grand artiste, lui aussi, le grand humoriste, le grand acteur. Je pense en particulier à la filmographie de Dieudonné, là en l'espèce, la rencontre de deux grands. Dieudonné, merci beaucoup pour votre participation à cette émission en hommage à Stéphane Blais. Stéphane nous a quittés le week-end dernier. Quelle est votre réaction ? Je dirais que c'est un état de sidération. On ne s'y attendait pas du tout. Stéphane n'avait pas de comportement du tout suicidaire. Avec nous, c'était tout le contraire. Il nous entraînait dans sa joie, dans son univers, dans sa musique. Nous avions d'ailleurs un projet commun, un album qu'on a appelé Istanbul. On devait répéter nos morceaux pour pouvoir les jouer sur scène là-bas, en Turquie, et puis voilà, est arrivé cet événement incroyable, improbable. Alors, je dis dans un premier temps, c'est le silence parce que on était sans voix tous, et puis doucement, voilà, on se repasse ces morceaux de musique, et c'est vrai que Stéphane avait cette magie de pouvoir nous faire voyager à travers le temps, et là, c'est vrai, se repasser ces morceaux de piano. Ça nous emmène dans l'univers dans lequel il doit se trouver, au pays de l'envers du décor, là, dans l'inspiration pure. Voilà ce que j'ai à dire, moi, de la disparition d'un ami, dans des conditions extrêmement mystérieuses. Il avait énormément de pression sur ses épaules. Même en Turquie, il était surveillé. Les autorités turques assuraient sa sécurité. Il l'avait prévenu qu'en dehors du territoire turc, eh bien, il avait des menaces sur lui. Alors moi-même, j'ai subi tout un tas d'agressions physiques, des pressions aussi, des procès. Et je dois dire que, là, je compatis, évidemment. C'est une fin terrible à ce qu'on nous raconte, quoi. J'attends encore les résultats de l'autopsie. On attend de savoir ce qui s'est passé. En fait, on est encore dans le questionnement. Il y aura une phase qui va se terminer, c'est celle justement du questionnement, de l'enquête. J'espère que ça sera une enquête indépendante et qu'on aura toute la lumière sur cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez rencontré Stéphane Blais ? Moi, je l'ai rencontré, ça s'est étalé sur des années. On est devenus vraiment très proches et amis une fois que je me suis rendu chez lui en Turquie, il y a quelque temps. On se connaissait, on s'appelait, on était dans le même monde, mais c'est la première fois que on a partagé, on va dire, sur la scène artistique, enfin dans les studios là en l'occurrence, mais on a partagé nos univers et c'était cet album, c'est vraiment pour moi au-delà de tous les mots, au-delà des explications, une rencontre fraternelle, et puis je pense on a pris beaucoup de plaisir à faire ce qu'on a fait. On était très libres quand on était à Istanbul tous les deux et que lui était derrière le piano et moi avec mon stylo et puis qui commençait à réciter des textes. Je pense que on a pris beaucoup de plaisir. Il a pris beaucoup de plaisir. Il en était très content de cet album. Donc on s'est rencontrés en tant qu'artistes avant de se rencontrer en tant que militant. On va dire militant pour la liberté. En fait, c'est exactement la même chose. On milite pour la justice et la liberté et contre la haine et les associations de la haine qui nous ont expulsés de notre pays, la France. Et donc, on était très nostalgiques, évidemment, de tout cela, de tout ce parcours qu'on avait en commun. On avait beaucoup de points communs et le plus important, c'était qu'on avait la scène, c'est-à-dire qu'on avait cet espace de liberté unique. C'était un privilège et on était heureux de s'en parler, quoi, tous les deux. Et cet album est disponible, on peut se le procurer ? Disons que c'est trop tôt, là. Tout a été complètement chamboulé. On devait le faire ensemble, donc on va voir avec son fils comment on organise les choses, mais je pense que oui, cet album, il a vraiment une place incroyable parce que dedans on a fait tout un tas de choses qui correspondent tellement sans le savoir à ce qui se passe, à ce qui s'est passé, que oui, il est important et il y tenait énormément, donc il faut que ça se fasse, mais il faut que ça se fasse dans un rythme qui soit aussi celui du recueillement, du silence, de
du deuil de chacun. Faut pas aller trop vite. Puis on n'est pas pressé. Mais c'est vrai que je réécoute maintenant les morceaux et je me dis c'est incroyable, quoi. On a chanté, on a travaillé, on a donné notre inspiration à nos vies. Et là, on a couché quelque chose qui correspond vraiment à. Je pense que quand vous allez l'entendre, vous allez être étonné. Merci beaucoup, Dieudonné, pour votre participation. Merci à vous. Merci. Eh bien, très cher Yann, je vous propose de se retrouver autour de ce morceau, d'une rencontre entre Stéphane Blé au piano et Dieudonné à la voix. Un morceau intitulé L'Espadon, tiré de l'album Istanbul. C'est l'aube, mon bateau file à la rencontre d'une aurore qui joue la timide. La brise marine, par les deux narines, éveille mes sens. Déjà s'installe la musique des vagues, prélude au tango des poissons. Moi, je file, droit devant, vers ce point du jour qui rougit de candeur. Un point du jour et d'interrogation qui s'exclame. Pressent-il le tango qui s'en vient? La pêche au gros, mes amis, c'est la plus belle des danses, dans laquelle hommes et poissons se retrouvent finalement si petits qu'il ne leur reste que la beauté de la danse pour sublimer leur misère. Alors dansons dessus-dessous du grand miroir, oui, dansons au-dessus des grands fonds de notre condition. Faisons rougir le soleil, rendons jalouses les étoiles. Ça y est. Tout autant que l'appât, ma ligne est à l'eau. Le piège se referme. Danseurs et danseuses à présent se regardent. C'est ça, approche l'espadon. Colle-toi à mes pas. Tu me suis bien. Maintenant, croque l'hameçon. Mon moulinet s'affole et bat la mesure. Il se bloque. Par ce fil qui se tend, j'entends presque son hurlement. Un cri de liberté qui déchire les océans. Mes bras se raidissent. La canne se courbe. Notre tango commence. Et te voilà à présent, virevoltant, jaillissant des dessous de la scène. Un salto de trapéziste. Et tu replonges. Splash! Toujours suspendu à ton fil. Doucement, moi je te rapproche. Centimètre par centimètre. Je t'invite au contact. Ton ardeur m'envoûte. Ta soif de liberté me transperce. J'ai l'impression maintenant que c'est toi qui me tiens. Nos regards se croisent. Tu es là, je pourrais te toucher. Je n'ai pas vu le temps passer. Le soleil s'incline, lui aussi fatigué. C'est la fin de la danse. Je coupe ma ligne. Tu disparais dans les hauts fonds. Et c'est déjà le retour. Après ce très beau morceau, cette belle rencontre Dieudonné, Stéphane Blé, un ami, Pierre Jovanovic, au micro de Yann Purdom, directeur de l'antenne de RFM. Pierre Jovanovic, merci beaucoup de participer à cette émission en hommage à Stéphane Blé. Vous avez signé un très beau texte qui a été diffusé sur le site d'Égalité et Réconciliation. Je crois comprendre que vous étiez assez proche. Quelle est votre réaction suite à sa tragique disparition le week-end dernier ? Écoutez, malheureusement, j'ai été extrêmement affecté par sa disparition, d'une part parce que on a passé quasiment un mois ensemble à Istanbul sur le mois d'août et de septembre. Donc je voyais Stéphane quasiment tous les 2 jours et c'était Stéphane et moi on était vraiment très 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 proches, d'une part pour en raison d'un dénominateur commun. Je pense que c'était clairement on va dire artistique, hein. Stéphane avait écrit une symphonie sur le livre d'Enoch, et comme vous le savez, moi j'ai écrit deux livres sur le livre d'Enoch, et c'est un sujet qui passionnait littéralement Stéphane, et donc cela nous avait énormément rapprochés, et on passait vraiment quasiment tous les 2 jours à des dîners sans fin. Est-ce que vous pourriez juste, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, en 2 mots, nous dire ce qu'est le livre d'Enoch ? Écoutez, le livre d'Enoch, c'est l'un des plus
c'est l'un des plus anciens livres de l'humanité, avec le livre de Gilgamesh. C'est un livre sumérien dont on retrouve en fait à peu près 70 citations dans les évangiles, dans la bouche du Christ. Donc okay. on sait aujourd'hui, si vous voulez, que le Christ citait régulièrement le livre d'Enoch. Voilà, mais c'est pas mon sujet, si vous voulez, c'est Stéphane. Et malheureusement, si vous voulez, sa disparition, qui aujourd'hui fait l'objet, si vous voulez, de plusieurs, on dirait qu'il a été assassiné par le Mossad. J'ai lu pas mal de trucs complètement hallucinants. J'ai vu des gens qui font le buzz sur son dos en disant qu'il était ruiné, ce qui est complètement faux. Bref, je veux simplement dire, si vous voulez, que des informations que j'ai de tout premier niveau. Il arrivait effectivement à Stéphane d'avoir des coups de blues comme on dit, comme à tous les artistes ultra sensibles, et il en faisait partie, ça je peux vous garantir. Je l'ai vu jouer au piano maintes fois. C'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. C'était l'un des plus grands pianistes vivants. Vous savez, Carlo Maria Giulini, qui était le chef d'orchestre de la Scala de Milan, qui est un chef d'orchestre qui est devenu même mythique aujourd'hui, avait érigé Stéphane comme l'un des plus grands pianistes au monde. Donc c'est pas rien. Carlo Maria Giulini savait de quoi il parlait, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je suis absolument estomaqué, si vous voulez, de voir que les médias français ont fait l'impasse totale sur sa disparition. Pire que ça, que Marianne l'ai insulté dans un article que j'ai vu passer il y a un jour ou deux, mais vraiment je suis absolument effondré. Alors certes, Stéphane avait pris des positions effectivement très très courageuses, si vous voulez, sur le conflit palestinien. Bon, ça c'était pas vraiment l'objet de nos discussions, c'est pas du tout ce qui nous reliait. Ce qui nous reliait, c'était effectivement tout le côté créatif, artistique, etc. Mais je peux vous assurer que c'est un ensemble de la situation, c'est-à-dire que les confinements dus au Covid, également en Turquie, le fait que la LICRA ait voulu saisir le studio en viager de sa maman, c'est quelque chose qui l'avait vraiment tellement affecté. Le fait que quand même il était exilé politique, il faut quand même pas l'oublier, donc il était loin des siens. Et il voulait absolument que je vienne le voir au mois de décembre, mais c'était trop compliqué pour moi d'y aller, comme pour d'autres d'ailleurs. Et pour revenir, c'était encore pire, puisqu'on se tapait 11 jours de confinement obligatoire avec un test PCR à l'aéroport. Enfin bon, et c'est pour ça qu'il est allé en Suisse. D'ailleurs, il m'avait laissé un message en me demandant: est-ce que tu viens à Noël, sinon je vais à Genève. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qui me travaille encore. Donc Stéphane malheureusement a eu un coup de blues, et je rappelle que Stéphane quand même est un garçon très bien élevé, donc il viendrait pas à l'idée de mettre fin à ses jours chez des amis qui le reçoivent. Mais malheureusement il a eu un coup de blues. Alors on sait pas, vous savez, il reste encore un doute. Le doute, si vous voulez. Je tiens à le dire, parce que j'ai vu tous les commentaires, notamment sur le site à l'hommage que je lui ai rendu sur le site de R. J'ai vu tous les commentaires. Moi, je peux vous dire que j'ai vu Stéphane adossé à des balcons, notamment sur le mien, dans mon hôtel à Istanbul. Je peux vous dire que s'il avait eu un malaise vagal comme il en a déjà eu, il serait passé par-dessus, sans aucun problème. Donc, je n'exclus pas, et je le répète, je n'exclus pas que ce fût un accident. Voilà. Parce que soit il a mis fin à ses jours, soit c'est un accident, peu importe. De toute façon, c'est pas ça qui va le ramener à la vie. On est bien d'accord. Mais en aucune façon, il n'a été assassiné ni persécuté, là pour le coup à Genève. Ça, je peux vous le dire. Et en plus, la dame qui était en train de préparer son repas justement dans la cuisine, elle était enceinte, donc c'est une dame adorable. Il y avait aucune raison, si vous voulez. Voilà, il faut écarter toutes les thèses complotistes, c'est le cas de le dire, sur la mort de Stéphane. Voilà, c'est ça que je veux dire à tous ceux qui nous écoutent. Parce que vous savez, moi j'étais quand même très très surpris. C'est-à-dire, autant les médias officiels ont fait l'impasse, donc sur sa disparition, à l'exception bien entendu des médias turcs. En revanche, j'étais vraiment surpris par le nombre de messages que j'ai reçus, qu'il y a eu sur le site
d'égalité et réconciliation. Et on voit qu'il était très très apprécié. Et sur cela, sur différents angles, il y a son public qui le soutenait pour ses positions anti-Franc-Mac, le public qui le soutenait dans sa guerre contre la politique d'Israël. Il y a ceux qui admiraient son travail de pianiste, et puis il y a ceux qui adoraient son humour. Voilà. Donc il y avait ces différents publics qui sont là. Et ceux-là, je tiens à les remercier à nouveau. Vraiment, je le dis à tous et toutes. J'étais très touché par tous les hommages et surtout toutes les prières qui ont été faites pour Stéphane. Et sachez que, en tant que spécialiste des anges gardiens, comme vous le savez, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Hein, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai écrit mon livre sur c'est-à-dire que quand c'est pas l'heure, les anges vont tout faire pour vous sauver. En revanche, quand c'est l'heure de partir, eh bien là, ils vont même vous aider. Hein, voilà. Et tant et si bien, si vous voulez que j'explique dans l'hommage que j'ai rendu, que j'ai mis un signe absolument détestable le 31 décembre au soir où j'ai explosé une coupe de champagne en forme d'ange avec des ailes. Et j'ai compris, si vous voulez, que c'était un très mauvais signe à venir, hein, parce que je savais que quelqu'un allait mourir dans mon entourage, hein, parce que je l'ai déjà vécu malheureusement. Le fait que les anges m'aient averti une semaine avant qu'il allait partir, ça avait pourri ma semaine. Et quand j'ai appris sa mort, la seule chose, si vous voulez, que je peux vous dire, c'est que je sais que il est bien là-haut et il n'est pas descendu, hein, chez les Zoulous. Merci, voilà. Pierre Jovanovic. Merci à vous pour cet hommage et merci à tous ceux qui y participent. Et voilà, je vous invite à faire une prière pour lui parce que c'est la chose la plus importante. Peu importe toutes les considérations, ça ne va pas le faire revenir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous, on va le retrouver un jour. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci, Pierre Jovanovic. Merci à vous, Yann. Après ce très bel hommage de son ami Pierre Jovanovic, on se retrouve pour un interlude musical avec Stéphane Blais au piano, interprétant un morceau de Liszt tiré de l'album Figure libre, disponible sur le site de Contre-Culture. Après ce morceau très émouvant de Franz Liszt, j'aurais quand même voulu faire savoir à nos auditeurs que parmi vous, certains ont pris contact avec moi et nous nous sommes entretenus de ce triste événement et je peux vous dire que certains d'entre vous en ont pleuré dans l'intimité de leur foyer apprenant cette triste nouvelle. Beaucoup d'entre vous en ont pleuré. C'est dire si Stéphane Blais a su toucher vos cœurs à la fois comme artiste, bien sûr, artiste international d'exception. Ses confrères, je vous le disais en début d'émission, aussi bien que ceux qui le jalousaient,
en convenaient tous. Ses ennemis en convenaient également, un peu à la manière de Dieudonné. Si vous lui disiez, ah oui, alors Dieudonné, il est parti à la dérive, mais quel talent. On disait un peu la même chose de Stéphane Blais. On se souvient de la dernière occasion, d'ailleurs, où son nom a été évoqué publiquement. C'était à l'occasion de l'affaire, on va dire, de l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen, où un animateur télévisuel s'était illustré d'ailleurs par sa médiocrité, n'assumant pas cette rencontre avec un monsieur qu'il appréciait pourtant. En effet, très au-delà des sphères de la résistance, Stéphane Blais comptait des amis. Il avait su plaire, séduire, non seulement par son art, mais aussi par ce regard clair, cette naïveté parfois dont a parlé Alain Soral tout à l'heure, cette sincérité au service de ses convictions les plus profondes. Et c'est ces convictions qui l'ont conduit bien souvent aux ennuis qu'on lui a connus. Alors c'est maintenant au tour de son avocat, maître Damien Viguier, de nous dire un mot de souvenir, mais surtout un mot du militant, du résistant, de celui qui très souvent parlait pour le compte de ceux qui n'ont pas de voix. Il me consultait pour diverses choses. Il faut rappeler que donc c'était un artiste, je crois que c'est vraiment ce qui le caractérise, avec tout ce que ça implique de sensibilité, de liberté dans l'expression, de volonté de pouvoir s'exprimer. Et quand on regarde la chronologie, les ennuis judiciaires pour lui ont commencé avec la publication de son ouvrage Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité, chez Contre-Culture, aux éditions Culture pour tous. Il y dénonçait, vous savez qu'il était franc-maçon parce qu'il y avait chez lui le goût et l'attrait et l'intérêt intellectuel pour le symbolisme, en général, il l'a souvent expliqué, et il avait fini par être déçu, voire même frappé, bouleversé de comprendre qu'au plus haut niveau de cette organisation, on trouvait un certain kabbalisme. Donc les problèmes ont commencé, on peut dire, en 2017, puisque je l'accompagne la première fois chez les officiers de police judiciaire, exactement un 7 avril 2017. Voilà, j'en ai un souvenir assez vif, et les policiers également. Pour ça, il avait été poursuivi par la LICRA, il avait été condamné pour des propos sur VK, sur Twitter, enfin des choses assez anodines. Il avait simplement pu traiter l'un ou l'autre de rat. Je me souviens que j'avais fait une intervention pour gloser sur le terme rat. L'emploi du terme rat avait suffi pour le faire condamner à 5 000 € d'amende. Et ensemble, en fait, on avait envisagé un peu l'avenir, et il se refusait à l'idée de mettre de l'eau dans son vin, de modérer ses paroles. Il voulait conserver une pleine liberté de propos. C'est pas quelqu'un qui avait un patrimoine très conséquent. Il avait juste en fait de quoi vivre. Difficilement d'ailleurs, puisque comme on le sait, il était ostracisé déjà, donc il avait plus la possibilité de se produire comme il le faisait auparavant. Bref, il lui fallait aussi penser à protéger son patrimoine. Il avait des choix à faire là, et ce choix l'a conduit effectivement à son exil en Turquie, puisqu'il s'est installé là-bas, il a vendu ses biens en France et il s'est installé en Turquie. Voilà, donc du coup il est resté libre, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs les poursuites de continuer. Récemment, il avait encore été condamné à 6 mois ferme d'emprisonnement, poursuivi par le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et l'association Ben Gourion. Ça, c'est une décision qui remonte à janvier 2020. Et surtout, ce que je veux signaler comme déboire de procédure, c'était vraiment un acte vraiment immonde de la part des autorités, qui ont diligenté un huissier pour une saisie chez sa mère, chez sa vieille maman, qui est, je crois, âgée de plus de 80 ans, qui a reçu des visites d'huissier avec des menaces de saisie, etc. Bon. J'étais intervenu à l'époque et les autorités avaient eu la franchise de me dire qu'ils savaient très bien ce qu'il faisait, ils savaient très bien que Stéphane Blais était exilé en Turquie, mais que c'était le moyen qu'ils avaient de le toucher, de l'embêter, quoi, en fait. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée du contexte dans lequel il vivait. Alors, il se rendait pas régulièrement, je crois, encore en France,
mais de plus en plus avec la menace, effectivement, comme c'est arrivé par exemple pour Alain Soral et d'autres, d'ennuis plus sérieux, quoi. Voilà le contexte. Depuis, je n'ai pas été contacté d'ailleurs par sa famille, je rentre pas dans le détail, mais donc je parle uniquement en tant que j'ai été, donc jusqu'à son décès, son avocat. Merci beaucoup Damien Viguier pour cette intervention. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Après ces rappels de son avocat, maître Damien Viguier, sur la liberté de ton qui a toujours été celle de Stéphane Blé, on va se retrouver autour d'un autre morceau, cette fois-ci une valse de Chopin, avec Stéphane Blé au piano, toujours tiré de l'album Figure Libre, disponible chez Contre-Culture. On se retrouve désormais avec son collaborateur Alimoudine Ousmani, journaliste suisse qui a également un auteur contre-culture avec lequel il préparait un livre d'entretien. Alimoudine Ousmani était l'auteur d'un livre sur la Grande Invasion, mais également un livre d'entretien avec Gilad Atzmon intitulé « Du tribalisme à l'universel ». C'est dans le cadre de cette collaboration que nous interrogeons Alimoudine. Alimoudine, merci beaucoup pour votre participation. Tout d'abord, une réaction suite au décès tragique de Stéphane. Évidemment, c'est une immense perte, non seulement pour sa famille, pour ses proches, mais également pour le monde musical, parce que c'était un virtuose avec un immense talent. Donc c'est aussi une perte pour les gens de la dissidence qui appréciaient ses réflexions. Vous travaillez avec Stéphane sur un projet de livre d'entretien avec Stéphane sur différents sujets. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors Alain Soral m'avait mis en contact avec Stéphane Blé. Il m'avait dit que ce serait bien que je fasse des entretiens avec lui, comme j'avais déjà fait un livre d'entretien avec Gilad Atzmon. Donc j'ai contacté Stéphane et on a commencé à échanger des mails sur divers thèmes. Quels étaient les thèmes principaux sur lesquels vous étiez le premier thème, c'est la franc-maçonnerie. Évidemment, c'est un ancien franc-maçon et il sait vraiment de quoi il parle. Donc j'avais été bien inspiré par son ouvrage L'effroyable imposture. On a parlé aussi de satanisme, c'est un sujet qu'il connaissait bien aussi. La Turquie, parce que c'était un amoureux de la Turquie. Je veux dire, les médias turcs parlent abondamment de sa mort, parce qu'il était très populaire. Ici en Europe, à part un article de Marianne un peu fallacieux, il n'y a pas eu grand-chose. On a parlé aussi de musique, de politique française internationale et aussi des différentes rencontres qu'il a eues avec les gens qui fassent partie de la dissidence ou non.
Sa mort tragique, donne d'autant plus d'importance à votre travail. Est-ce que vous estimez pouvoir l'éditer dans les mois qui viennent? Où vous en êtes actuellement là sur ce projet-là? Donc on avait suffisamment d'entretiens pour faire un livre. Donc moi je pense que c'est possible, oui, que ce soit assez prochainement. Hein. D'accord. Écoutez, à suivre. Hein. On espère sincèrement pouvoir le parcourir. Merci beaucoup, Ali Moudine. Je souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Malgré la tristesse qui nous accable, une bonne nouvelle tout de même. Un livre d'entretien avec Stéphane Blais à apparaître bientôt, on l'espère en tout cas. On se retrouve autour d'une gymnopédie d'Éric Satie, toujours Stéphane Blais au piano. Chers amis auditeurs, je voudrais vous faire remarquer le style toujours très viril et très sensible à la fois de Stéphane Blais lorsqu'il interprète ses morceaux au piano. Et je crois que c'est ça qui faisait sa marque de fabrique depuis qu'il s'était fait remarquer lors d'une émission de télévision chez Jacques Martin. Ça devait être peut-être dans les années 80, fin des années 80, peut-être dans les années 90. Le tout jeune homme qu'il était avait déjà un style très sûr. Vous pouvez donc retrouver ces morceaux de musique qui nous le garderont près de nous pour un moment encore. On va se retrouver maintenant avec celui qui était peut-être son ami à la ville et en politique, celui qui l'avait fait convier à cet anniversaire de Jean-Marie Le Pen, qui est moins connu pour son goût pour la musique que pour ses prises de position publiques, mais enfin, je crois que c'est l'occasion de découvrir aujourd'hui un nouveau Bruno Gollnisch. Monsieur Gollnisch, merci beaucoup pour votre participation à cette émission en hommage à Stéphane Blais. Stéphane nous a quittés le week-end dernier. Quelle est votre réaction ? C'est d'abord une immense tristesse, évidemment, et c'est aussi de la stupeur, de l'incompréhension, je dirais aussi de l'inquiétude. Hein. Dans quelles conditions est-ce que ça s'est passé ? Inquiétude qui a été partagée par beaucoup, et je le comprends puisque Stéphane malheureusement n'avait pas que des amis. Ses prises de position un peu à l'emporte-pièce d'ailleurs lui avaient valu beaucoup d'ennemis, et que son courage n'avait pas évidemment impressionné des ennemis puissants. Ceci a eu pour effet chez moi d'abord passer le premier moment de stupeur et je dois dire de douleur d'un ami perdu, de me rendre tout de suite avec un de nos amis communs chez lequel Stéphane avait entreposé son piano. Nous sommes partis de la région parisienne et nous avons fait avant-hier, l'aller-retour à Genève pour nous rendre compte par nous-mêmes. Je me suis recueilli, nous nous sommes recueillis devant le corps de Stéphane. Heureusement, le visage était intact et il avait l'air paisible. Nous sommes allés à l'Institut médico-légal qui évidemment nous a opposé le secret professionnel. Nous sommes allés
Par la suite, nous avons pris les coordonnées de la police suisse qui a fait une enquête qui, elle, a conclu, d'après ce que je sais, nous allons le vérifier, bien sûr, au suicide. Et je suis allé à l'appartement de l'ami chez lequel il était arrivé et où ça s'était passé. Et je dois dire que je n'ai aucun doute sur le fait que après cette enquête, en quelque sorte, sur le fait que c'est malheureusement c'est vraisemblablement un suicide ou un accident. Mais en tout cas, ce n'est pas comme on aurait pu le craindre légitimement. Après tout, ce n'est pas un assassinat. Ou plus exactement, si assassinat il y a, c'est un assassinat moral. Il s'avère, quand on gratte un peu, que en réalité, nous ne nous en étions pas rendus compte, mais Stéphane était un peu au bout du rouleau. Il était sujet à des angoisses. Il est arrivé d'ailleurs dans un état les trois témoins qui l'ont vu me l'ont confirmé. Il était un peu hébété. Il n'était plus le même homme, très 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 renfermé et manifestement dans un état de grave dépression. Et je crois qu'il était ruiné. Il était très affecté par les persécutions qu'il avait subies. Vous savez, quand on veut assassiner quelqu'un aujourd'hui, il y a des moyens beaucoup plus sophistiqués et beaucoup moins dangereux pour les assassins que d'utiliser une arme à feu ou un couteau. Hein. On utilise les techniques d'assassinat judiciaire, moral, financier. Et s'agissant du grand artiste qu'il était, eh ben, ça s'est avéré très efficace. Oui, parce qu'il faisait l'objet d'une terrible persécution en France, qu'il avait obligé justement à quitter le territoire pour venir se réfugier en Russie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, que le système soit capable... Il était réfugié, et si on peut dire, enfin, c'était pas véritablement officiellement un réfugié politique, mais il était en Turquie, pays qu'il connaissait, qui avait été celui de la nationalité de sa première épouse et dont il parlait la langue. Et ayant trouvé asile en Turquie et étant d'ailleurs apprécié des autorités turques, et en particulier du président Erdogan, comme c'était un homme extrêmement sensible, voilà, il avait beaucoup de reconnaissance envers les autorités qu'il avait accueillies et où il pouvait encore jouer, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on perd un artiste d'un immense talent qui était reconnu comme tel. Je rappelle que à 18 ans, au marathon Franz Liszt, en 1987, il a été bissé plus d'une demi-heure, que le grand critique musical Pierre Petit avait écrit « Stéphane Blais, c'est plus que du simple piano, c'est la musique elle-même », qu'il a joué tout Liszt, tout Chopin, enregistré, d'ailleurs, ce qui est très à la fois agréable et amusant, les gymnopédies et les gnossiennes d'Éric Satie, avec un texte lu par Daniel Prévost. Il a joué Schumann, Rachmaninov, Moussorgsky, Scriabine, la SACEM. La SACEM, c'est pas une association d'extrême droite, c'est la Société des artistes compositeurs. Ce sont ceux qui encaissent les droits d'auteur pour le compte des artistes. L'avait consacré pianiste de l'année en 2007. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, il y a un personnage, un journaliste, un certain Paul Conge, dans Marianne, dans le site de Marianne, qui se fend d'un article fielleux et médiocre pour reprendre l'intervention courageuse de Richard Boutry chez Hanouna, qui a évoqué la mort de Stéphane et qui a dit, Boutry avait dit, il a été poussé au suicide. Et ça, il a tout à fait raison. Est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'il a été suicidé? La question reste posée. C'est une question que Richard Boutry pose et qu'il pose tout à fait légitimement. Évidemment, quand ça arrive, on pose la question. Eh bien, commentant ce propos, Monsieur Paul Conge dans Marianne présente ça comme un exemple de fake news, de désinformation. Non,
le fait de poser la question était tout à fait légitime, et la seule affirmation de Richard Boutry, c'était de dire qu'il a été poussé au suicide, et ça, c'est tout à fait vraisemblable. Et quand dans le même article de Marianne, extrêmement malveillant et médiocre, Paul Conge présente Stéphane Blais comme un illustre inconnu, comme un inconnu du grand public, il devrait relire l'édition de Marianne dans laquelle Anne Alter, critique et journaliste qui s'exprime dans Marianne, qualifie Stéphane Blais de roi du clavier. C'est pas rien, hein? Non, c'est pas rien. Voilà. Parfait. Et c'est vrai qu'il a été poussé par la persécution, toujours les lois qui répriment les propos entre guillemets politiquement incorrects. Il avait été condamné à 6 mois, je crois. Je ne sais pas si c'est 6 mois avec sursis, 6 mois ferme. Mais comme c'était un être extrêmement sensible, il était très affecté par tout cela. En plus, on était allé jusqu'à saisir ses droits d'auteur. La chaîne YouTube sur laquelle il avait sur YouTube, bon, évidemment, il s'exprimait sur des sujets politiques sur lesquels je n'étais pas toujours d'accord avec lui. D'ailleurs, je le dis, j'ai pas besoin pour être l'ami de quelqu'un de partager toutes ses opinions. Il est certain que il était tellement reconnaissant envers la Turquie qu'il était porté, par exemple, dans le conflit avec l'Arménie, à prendre fait et cause pour l'Azerbaïdjan, ce qui n'aurait pas certainement été mon cas. Bon, mais peu importe. Il avait également à YouTube une chaîne dans laquelle il présentait exclusivement ses œuvres musicales. Eh bien, les pressions de ses adversaires sont parvenus à faire supprimer cette chaîne dans laquelle il n'y avait que ses œuvres musicales de très grande qualité. Et ça, il en avait été considérablement affecté. Ils ont fait saisir ses droits d'auteur précisément à la SACEM. Il était ruiné, il était persécuté, il n'avait plus la possibilité ou beaucoup moins d'exercer son art. Il n'était plus jamais cité, ni ses œuvres mentionnées ou passées à France Musique, ni à Radio Classique, que j'écoute pourtant régulièrement. Et encore une fois, ça, ce sont des techniques d'assassinat moral. On est allé jusqu'à la mesquinerie après ces condamnations pour délit de presse, en quelque sorte, n'est-ce pas, pour propos politiquement incorrects. On est allé jusqu'à lui retirer par arrêté ministériel la qualité de chevalier des arts et lettres qu'il avait reçu très jeune et à juste titre. Merci beaucoup, Monsieur Gollnisch, pour votre intervention. Je vous en prie, je voudrais dire quand même encore juste une chose à nos amis qui légitimement sont bouleversés par la mort de Stéphane Blais. Ne tombez pas dans les fantasmes qui voudraient en faire une victime de services spéciaux ou de spadassins animés par des puissances ou par des lobbies étrangers. Je crois que ce qu'il faut, c'est servir la vérité. Voilà. La vérité, ça, c'est sûr, c'est qu'il a été poussé au suicide. Mais, si j'ose dire, ces techniques d'assassinat moral sont à la fois plus sournoises et plus perverses que les assassinats physiques. Merci à vous. Je vous en prie. Chers amis, après ce dernier témoignage qui nous va droit au cœur, je voudrais vous rappeler cette triste nouvelle. Stéphane Blais nous a quittés le 7 janvier 2022 en tombant d'un balcon à Genève, chez des amis. Est-ce que ça a été un accident suite à un malaise ? Est-ce que, comme le dit Bruno Gollnisch, c'est un suicide ? Dans tous les cas, comme l'ont dit de nombreux invités, Stéphane Blais laissera un grand vide. Un grand vide pour les mélomanes que nous sommes, un grand vide pour les militants que nous voulons rester. Alors Stéphane, je te dis, rendez-vous à la Victoire et aux Champs-Élysées. On se quitte sur un ragtime d'Eric Satie, avec bien sûr Stéphane Blais au piano.